Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous expliquer une partie théorique de l'ostéopathie crânienne, le mouvement respiratoire primaire. Le mouvement respiratoire primaire fait partie d'un concept ostéopathique. C'est la construction d'une théorie à partir de l'observation de pièces anatomiques, telles que les os du crâne, leurs relations entre elles, mais aussi avec les structures qui sont en contact avec elles. Rien de dogmatique dans mes propos, juste l'expression et la présentation de la pensée de nos pères et de quelques figures de l'ostéopathie crânienne. Chacun restant libre, bien entendu, d'adhérer à cette interprétation de la physiologie des os du crâne ou de la réfuter. L'un des piliers et fondateurs de l'ostéopathie est Andrew Taylor Still. Il fait des études de médecine en 1845, s'intéresse énormément à l'anatomie, réalise une multitude de dissections et se dirige finalement en 1874, à l'âge de 46 ans, vers une pratique manuelle en créant une nouvelle discipline, l'ostéopathie. La première école d'ostéopathie s'ouvrira sous son impulsion en 1892. William Gardner Sutherland était tout d'abord journaliste. C'est en réalisant un reportage sur la médecine manuelle qu'il fut conquis par les travaux de Still et décide de devenir son élève. Il s'intéresse beaucoup à la conformation des os du crâne à partir d'un modèle éclaté qui était exposé dans l'école de Still. Il fera 20 ans de travaux pour émettre des hypothèses sur la physiologie des os du crâne. Il publie un ouvrage en 1939, La boule crânienne, dont la plus grande indifférence et le plus grand scepticisme. C'est en 1946, 7 ans plus tard, qu'il pourra enfin exposer son travail et ses recherches lors d'une convention réunissant le monde médical. Harold Magoon débute ses études d'ostéopathe en 1919. C'est également un élève de Still. Il reprendra et continuera l'œuvre de son maître, Sutherland, sur le sujet des os crâniens. C'est en 1951, à l'âge de 53 ans, qu'il publie son ouvrage « L'ostéopathie dans le champ crânien ». Abordons maintenant le mouvement respiratoire primaire. Mouvement respiratoire primaire ou MRP. Donc c'est un mouvement rendu possible par une force rythmique interne, ou CRI, Cranial Rhythmic Impulse, associée à la plasticité des pièces osseuses crâniennes. Ce mouvement est respiratoire, puisqu'il est cyclique en 2 temps, avec une phase de flexion crânienne, dite inspiration, et d'extension crânienne, dite expiration. Et enfin, primaire, ce mouvement apparaît lors de la vie fœtale, avant la respiration thoracique secondaire. C'est un mouvement indépendant de la respiration thoracique, 9 à 12 cycles par minute, et qui est présent dans tout le corps. Le mouvement respiratoire primaire se construit à partir de 5 composants. Tout d'abord la motilité des cellules gliales au niveau du cerveau, les fluctuations du liquide cérébrospinal, les différentes membranes intracrâniennes, telles que la faue du cerveau, la faue et la tente du cervelet et la dure mère, la micromobilité des os du crâne par le biais de leurs sutures, et la mobilité involontaire du sacrum entre les 2 iliomes. Le premier composant du MRP, mouvement respiratoire primaire, est la motilité des cellules gliales au niveau du cerveau. C'est un mouvement inhérent aux cellules gliales sous forme d'une contraction ou pulsatilité tissulaire qui est la résultante
de la somme de l'activité métabolique cellulaire. Les échanges cellulaires, cycliques, sont une suite de phases d'absorption, qui fait gonfler la cellule, et de rejet, qui fait dégonfler la cellule, constituant le rythme respiratoire cellulaire. La cellule absorbe les substances nutritives nécessaires à son fonctionnement, ce qui entraîne un gonflement cellulaire. Puis la cellule rejette des déchets issus du métabolisme cellulaire, entraînant un dégonflement cellulaire. Deuxième composant du MRP, les fluctuations du liquide cérébrospinal. La première composante, la motilité des cellules cérébrales, entraîne une déformation rythmique, lente, de la masse cérébrale et des ventricules cérébraux, créant ainsi une fluctuation du liquide cérébrospinal, qui devient alors le vecteur de transmission hydrodynamique du cranial rhythmic impulse. Le troisième composant du MRP sont les membranes intracrâniennes, la faue du cerveau, la faue et la tente du cervelet, ainsi que la dure mère. Ces membranes intracrâniennes représentent les membranes de tension réciproque qui sont fixées aux os du crâne et qui deviennent le vecteur de transmission mécanique du CRI aux pièces osseuses en répercutant les fluctuations du liquide cérébrospinal. Le quatrième composant est la micromobilité des os du crâne par le biais de leurs sutures. Les sutures crâniennes sont une solution de continuité physiologique entre deux pièces osseuses, créant ainsi une articulation de l'ordre du micron, autorisant donc un mouvement aussi petit soit-il. La mobilité suturale et la malléabilité osseuse permettent l'expression microcinétique du CRI. Dernier composant du MRP, la mobilité involontaire du sacrum entre les iliums. Le MRP transmet une mobilité au sacrum par le biais de la dure mère qui est tendue entre l'occiput et la deuxième vertèbre sacrée. On nomme ce lien durmérien le core link. Toutefois, il ne faut pas confondre la mobilité mécanique du sacrum et la mobilité respiratoire. L'axe respiratoire passe en arrière de la deuxième vertèbre sacrée, alors que l'axe mécanique passe au niveau de cette deuxième vertèbre sacrée, à l'union des courts bras et longs bras, au niveau de l'auricule sacré, qui est la surface articulaire entre le sacrum et l'ilium. Ce MRP se répercute donc au niveau de l'ensemble du crâne. Sur le temps de flexion crânienne ou inspiration, le diamètre transversal du crâne augmente, tandis que le diamètre antéro-postérieur du crâne diminue. Sur le temps d'extension crânienne ou d'expiration, les mouvements sont inversés. Donc nous voyons ici, en animation, le temps de flexion crânienne, l'augmentation du diamètre transversal et la diminution du diamètre antéro-postérieur. Et le retour sur l'extension crânienne. Si l'on s'intéresse maintenant à l'ensemble des os du crâne, sur le temps de flexion crânienne, il faut distinguer deux groupes d'os, les os impairs et les os pairs. Les os impairs, tels que le sphénoïde,
l'occipital, le vomer et la lame verticale de l'ethmoïde, qui est considéré comme un os impair par opposition aux deux masses latérales de l'ethmoïde. Ces os impairs réalisent sur le temps de flexion crânienne une flexion. Maintenant, au niveau des os pairs, tels que le frontal, puisque le frontal est considéré ostéopathiquement parlant comme un os pair composé de deux hémifrontaux gauche et droit, mais aussi le pariétal, le temporal, le nasal, le zygoma, le maxillaire, le palatin, le lacrymal, le cornet nasal inférieur, et enfin les deux masses latérales de l'ethmoïde, réalisent sur le temps de flexion crânienne une rotation externe. La flexion des os impairs se réalise selon un axe transversal dans un plan sagittal. Nous voyons ici représenté sur l'os occipital impair l'axe transversal. Les os pairs réalisent une rotation externe qui se fait selon trois axes, un axe transversal, un axe vertical et un axe antéro-postérieur, qui sont ici schématisés sur un os pair, l'os pariétal droit. Et selon ces trois axes, un mouvement de rotation externe dans les trois plans de l'espace, le plan sagittal, le plan transversal et le plan frontal. Sur le mouvement d'extension crânienne, qui est le mouvement de retour, le mouvement inverse à la flexion crânienne, eh bien les os impairs vont réaliser le contraire de la flexion, qui est donc le mouvement d'extension, selon le même axe transversal, toujours dans le plan sagittal. Les os pairs, lors de l'extension, réalisent le mouvement inverse à la rotation externe, c'est donc une rotation interne, selon les mêmes trois axes, un axe transversal, un axe vertical et un axe antéro-postérieur, dans les trois plans de l'espace, le plan sagittal, le plan transversal et le plan frontal. Portons maintenant notre attention au niveau de la SSB, de la synchondrose sphéno-basilaire. Cette synchondrose est l'articulation entre le sphénoïde en avant et l'os occipital en arrière. Sur le temps de flexion crânienne, le sphénoïde est un os impair. Il réalise selon un axe transversal une bascule antérieure. L'os occipital, également os impair, réalise selon l'axe transversal une bascule postérieure. Le cumul de cette bascule antérieure du sphénoïde et de la bascule postérieure de l'os occipital réalise une montée de la SSB. Le mouvement inverse, le mouvement de retour, est l'extension crânienne avec une bascule postérieure du sphénoïde et une bascule antérieure de l'os occipital et la descente de la synchondrose sphéno-basilaire. Voyons maintenant le lien entre l'os occipital et le sacrum. Ce lien est réalisé par la durmère, par le fourreau durmérien, qui est également appelé le corlink, qui s'insère donc du pourtour du foramen occipital jusqu'au sacrum. Sur le temps de flexion crânienne, si l'on considère la portion antérieure du corlink et la portion postérieure, et bien sur ce temps de flexion crânienne va se réaliser une bascule postérieure de l'os occipital qui va venir tracter les feuillets antérieurs et détendre les feuillets postérieurs. Cette bascule postérieure de l'occipital se répercute au niveau du sacrum par le corlink, par une verticalisation du sacrum, une bascule postérieure de la base du sacrum.
Le retour en extension crânienne est un mouvement inverse de traction et de détente au niveau des feuillets du corps link, résultant à l'horizontalisation du sacrum par une bascule de sa base en avant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo explicative sur le concept ostéopathique du MRP crânien. Nous verrons ultérieurement ce MRP au niveau de chaque os du crâne.